Salut, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et j'élève des vaches Sailor ici, dans le Cantal. Je n'aurais jamais imaginé que la blague la plus stupide que j'ai faite au téléphone me ramènerait la seule personne que j'avais laissée partir. Mais il faut que je reprenne depuis le début. Tout a commencé un mardi. Un mardi comme les autres, du moins c'est ce que je croyais à ce moment-là, quand le silence était encore mon seul compagnon de route. La ferme s'appelle le Pré des Crêtes. Une vieille bâtisse en pierre que mon grand-père a construite de ses mains. L'air sentait la terre humide et le foin de la veille. Le vent s'engouffrait entre les collines, un sifflement bas et constant qui faisait grincer le volet de la cuisine. Je passais un chiffon huilé sur une chaîne de tracteur, le métal froid sous mes doigts, mes mouvements lents et méthodiques, juste pour occuper mes mains et ne pas penser. Ma journée commençait toujours avant le soleil. Le plancher en bois craquait sous mes pieds nus quand je traversais la petite maison pour aller chercher mes bottes. Le loquet de l'étable produisait un claquement métallique familier dans le silence de l'aube. À l'intérieur, l'air était plus chaud, chargé de l'odeur animale et du souffle des bêtes qui se levèrent lourdement dans leur stalles. C'était une chaleur vivante qui contrastait vivement avec le froid de la pierre humide des murs. Le travail était une routine qui ne nécessitait pas de réfléchir. Mes mains savaient quoi faire. Brancher les treilleuses, vérifier l'eau, jeter une botte de foin. Dehors, la brume s'accrochait encore au pâturage, effaçant les contours du monde. Parfois, je restais là, le dos appuyé contre la porte de la grange, à regarder le jour se lever sur mes terres, seul avec le bruit des meuglements et le cliquetis du matériel agricole que je devais entretenir. Ce matin-là, j'ai dû remplacer un piquet de clôture près du grand hêtre. Le bois était vieux et usé, tout comme celui que mon père avait remplacé au même endroit des années plus tôt. J'ai passé ma main sur les rainures, sentant les échardes sous ma paume. La ferme exigeait tout. Elle ne laissait pas de place pour autre chose. Elle prenait ton temps, tes forces. C'était une vérité que j'avais apprise sans qu'on ait besoin de me le dire. Le téléphone a sonné vers 10 heures. Son vacarme a brisé le calme, me faisant sursauter. Je l'ai sorti de la poche de ma salopette, le cœur battant un peu plus vite. C'était elle. Chloé. Je me suis essuyé les mains sur mon pantalon avant de décrocher, comme si elle pouvait voir la terre sous mes ongles. Je me suis adossé à la clôture, le soleil d'automne commençant à peine à réchauffer mes épaules, et j'ai attendu qu'elle parle la première. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, mais plus rapide, plus tendue. Elle parlait de Paris, de son travail, de la pluie qui n'arrêtait pas de tomber. Puis, elle a parlé d'un autre homme, un avocat comme elle, qu'elle a appelé un costume vide. J'écoutais le silence entre ses phrases, le bruit lointain d'une sirène derrière elle. Je n'avais rien à dire, alors je me suis tue, regardant mes vaches paître tranquillement, indifférentes à tout ça. Je ne savais pas quoi répondre. Mes mots sont toujours un peu maladroits. J'ai donné un petit coup de pied dans une motte de terre. « Si tu veux un homme vrai, Chloé ?» J'ai dit sans réfléchir. « Pourquoi tu n'épouses pas un fermier ?» Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis un rire, mais un rire qui sonnait un peu cassé, pas comme ceux de notre enfance. Puis elle a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, le brouillard était si épais qu'on ne voyait pas à 10 mètres. J'étais sur le perron, en train de gratter la boue séchée de mes bottes avec mon vieil opinel, quand j'ai entendu un bruit inhabituel. Un moteur qui peinait, qui patinait sur le chemin de terre. Ce n'était pas un tracteur. J'ai plissé les yeux, essayant de percer la brume. Une forme sombre et incongrue se dessinait lentement, s'approchant de la barrière de la ferme. C'était un taxi parisien, propre à l'origine, maintenant couvert de boue jusqu'aux fenêtres. La portière arrière s'est ouverte et elle est descendue. Chloé. Elle portait un trench coat beige qui avait l'air de valoir plus que ma clôture. Elle a sorti une énorme valise du coffre, dont la petite roue s'est immédiatement enlisée dans le gravier. Elle est restée plantée là, l'air complètement perdu au milieu de nulle part, comme une apparition. Son visage était blême. Ses cheveux, d'habitude si parfaits, étaient emmêlés par le vent. Elle avait des cernes sombres sous les yeux, le genre de fatigue que le sommeil ne suffit pas à effacer. Elle n'a pas bougé, se contentant de me regarder de l'autre côté de la cour. Ses mains aux ongles impeccables serraient si fort la poignée de sa valise que ses jointures étaient hautes blanches. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et plein de questions. J'ai traversé la cour, le bruit de mes bottes dans la boue brisant le silence.
En arrivant près d'elle, j'ai senti une vague de parfums de ville, un mélange étrange ici. « J'ai démissionné », a-t-elle dit, sa voix si basse que j'ai à peine entendu. « C'est fini. » Je n'ai rien demandé. J'ai simplement pris sa valise de sa main. « Entre, Chloé », j'ai dit. « Le café est encore chaud. » Elle était là, auprès des crêtes, et tout allait changer. Les premiers jours furent étranges. Chloé se déplaçait dans la maison comme une ombre, silencieuse. Je la trouvais souvent assise à la table de la cuisine, une tasse de café vide entre les mains, le regard perdu sur les collines. Je ne savais pas quoi lui dire, alors je me contentais de remplir sa tasse avant de sortir pour la traite. Ses vêtements de ville semblaient crier leur désaccord, avec la boue et la paille qui recouvraient tout ici. Le troisième jour, je l'ai trouvée sur le perron, enroulée dans une couverture, frissonnante malgré le soleil matinal. « Je ne peux pas rester là à ne rien faire, Léo », a-t-elle dit, sa voix un peu rauque. J'ai hoché la tête, puis j'ai désigné la vieille clôture en bois près du potager. Le piquet du coin est pourri, il faut le changer avant la pluie. Je lui ai tendu une paire de gants de travail usés. Ils étaient trop grands pour elle. Elle m'a suivi sans un mot. Je lui ai montré comment creuser autour du vieux piquet, comment caler le nouveau avec des pierres avant de remblayer. Ses mouvements étaient maladroits, hésitants. Elle a laissé tomber le marteau 2 fois. La deuxième fois, je l'ai ramassé et le lui ai tendu sans la regarder, me concentrant sur le fil de fer barbelé que je devais retendre. Ses mains, autrefois impeccables, étaient déjà rouges et sales. Un nœud de ficelle résistait sur une botte de foin. J'ai sorti de ma poche le vieil opinel de mon grand-père. Le manche en bois était lisse et sombre, poli par des années d'utilisation. J'ai coupé la ficelle d'un geste net et j'ai vu son regard s'attarder sur le couteau quand je l'ai replié et rangé. Elle n'a rien dit, mais elle a froncé les sourcils, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. J'ai haussé les épaules et j'ai commencé à distribuer le foin. Les semaines ont commencé à s'écouler au rythme des saisons. Chloé a troqué son trench coat contre une de mes vieilles vestes en toile. Elle ne se plaignait jamais, même quand la pluie glaciale de novembre nous trempait jusqu'aux os. Elle apprenait vite, ses mains s'endurcissaient. Je la voyais observer les vaches, la tête penchée, essayant de déchiffrer leur langage silencieux. Elle ne touchait presque plus à son téléphone, qui restait posé sur le buffet de la cuisine. Un soir, alors que nous réparions une mangeoire dans les tables, la lumière du néon grésillant au-dessus de nous, elle a soudainement arrêté de marteler. « Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé en regardant autour d'elle l'odeur de foin et d'animaux remplissant l'air. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fini de visser un boulon en essuyant la graisse sur mon pantalon. « C'est tout ce que je connais », j'ai fini par dire. Elle a recommencé à travailler, mais le silence entre nous avait changé. Ce n'était plus un silence gêné, mais quelque chose de plus. Dense. Je pouvais sentir son regard sur moi quand je pensais qu'elle ne regardait pas. Je me suis surpris à passer la main dans mes cheveux plus souvent, ou à redresser mon dos quand elle entrait dans la grange, des gestes stupides que je ne comprenais pas moi-même. Un mardi, nous sommes allés au marché de Salers pour des semences. Les gens la dévisageaient, la fille de la ville avec le jeune fermier du pré des Crêtes. Elle a gardé la tête haute, mais j'ai vu ses mains se crisper sur les anses du panier qu'elle portait. Sur le chemin du retour, dans le silence de la cabine du pick-up, elle a simplement dit « Ils sont curieux ». J'ai serré un peu plus fort le volant. Ils n'ont rien d'autre à faire. Nous avons commencé à développer une sorte de routine sans parole. Le matin, elle préparait le café pendant que je sortais les vaches. Le soir, je nettoyais les outils pendant qu'elle nourrissait les poules. Nous nous croisions dans la cour, échangeant un hochement de tête. C'était simple, c'était calme. Je me suis rendu compte que le silence de la ferme n'était plus le même. Il y avait sa présence dedans, et ça changeait tout. Elle a commencé à me poser des questions. Pas sur Paris, jamais sur sa vie d'avant. Des questions sur la terre. Pourquoi cette parcelle était meilleure pour le foin? Comment je savais qu'une vache allait véler? Je répondais par des phrases courtes, en lui montrant les choses directement. La couleur de l'herbe, la forme du ventre de la bête. Elle écoutait, ses yeux plissés par la concentration, une petite cicatrice sur son menton devenant visible. Un après-midi, en rentrant le troupeau avant un orage, une jeune génisse a paniqué et a dévalé la pente vers le ruisseau. Chloé n'a pas hésité.
Elle a contourné le champ en courant, lui coupant la route, parlant d'une voix calme et basse que je ne lui avais jamais entendue. L'animal s'est arrêté, surpris, et s'est laissé ramener. Quand elle est revenue vers moi, essoufflée, de la boue sur la joue, elle avait un petit sourire aux lèvres. Je suis resté un instant sans bouger, la corde à la main. Le vent fouettait ses cheveux sur son visage. Elle a levé la main pour les écarter et nos regards se sont croisés. J'ai détourné les yeux le premier, me penchant pour vérifier une boucle de ma botte qui n'avait pas besoin d'être vérifiée. Mon cœur cognait contre mes côtes, un rythme désordonné qui ne correspondait pas à la marche lente des vaches. Si cette histoire commence à résonner en vous, si vous comprenez ce genre de silence qui en dit long, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air. Parce que c'est à partir de là que les choses ont vraiment commencé à basculer, sans que ni l'un ni l'autre ne le voyions venir. Le soir, la fatigue pesait lourdement sur nos épaules. Nous mangions souvent en silence, le bruit des fourchettes contre les assiettes rythmant nos repas. Mais ce n'était plus inconfortable. Un soir, j'ai remarqué qu'elle avait une ampoule éclatée sur la paume de la main. Je me suis levé sans rien dire, j'ai cherché la boîte de premiers secours et j'ai posé un pansement et une pommade sur la table à côté de son assiette. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. 1 mois s'était écoulé. 1 mois de travail côte à côte, du lever au coucher du soleil. Elle ne parlait toujours pas de Paris, et je ne posais aucune question. C'était notre accord tacite. Le passé était une terre étrangère que nous n'avions pas besoin d'explorer. Seul le présent comptait. La clôture à réparer, le foin à rentrer, la pluie qui menaçait les récoltes. C'était une vie simple, faite de gestes et de nécessités. Puis, un jour, alors que nous déchargions des sacs d'aliments, je lui en ai passé un. Nos doigts se sont effleurés. Juste une seconde. Une étincelle de chaleur dans le froid piquant de l'automne. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé. Elle a figé son mouvement. Le sac a mis hauteur. Le silence qui a suivi n'était pas comme les autres. C'était la fin de ce premier mois. Le mois où j'avais partagé ma solitude et le début de quelque chose que je ne savais pas encore nommer. L'hiver s'annonçait doucement, par le givre qui perlait sur les vitres de la cuisine le matin. Nos journées avaient été pris un rythme, une danse silencieuse orchestrée par les besoins de la ferme. Je n'avais plus besoin de lui dire quel outil prendre. Sa main le trouvait avant la mienne. On se croisait dans les tables, l'un portant des seaux d'eau, l'autre une fourche pleine de foin, et nos épaules se frôlaient sans que personne ne s'en excuse. Le silence n'était plus vide, il était plein de sa présence. Nous passions les soirées sur le perron, même quand l'air devenait mordant. Elle s'enroulait dans une vieille couverture en laine, les genoux ramenés contre sa poitrine. Un soir, alors que je taillais un bout de bois avec le vieil opinel de mon grand-père, elle a parlé. Sa voix était à peine un murmure, emporté par le vent. Elle a parlé de son appartement à Paris, de la vue sur des toits gris et du silence là-bas, un silence qui n'était pas comme le nôtre. Un silence mort. J'ai suivi toutes les règles, Léo, a-t-elle dit en fixant l'horizon. J'ai eu les bonnes notes, le bon job. Alors pourquoi j'ai l'impression que tout est faux? Ma main a arrêté son mouvement, le couteau immobile sur le bois. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu, écoutant le bruit des feuilles mortes qui crissaient sur le chemin. Elle n'attendait pas de réponse. Elle avait juste besoin que quelqu'un entende la question. Je me suis contenté de hocher la tête, lentement. La routine est devenue un refuge. Le café du matin, le grattage de la boue sur les bottes, le claquement de la barrière du pré. C'étaient des certitudes dans un monde qui, pour elle, s'était effondré. Je la voyais parfois s'arrêter au milieu de la cour, fermer les yeux et simplement respirer, comme si elle réapprenait à le faire. Ses mains, autrefois si lisses, portaient maintenant des callosités. Elle les regardait parfois avec un mélange de dégoût et de fierté. Un jour, une de mes plus vieilles vaches, Marguerite, n'a pas réussi à se relever. Je l'ai trouvée couchée dans le pré, sa respiration lourde et sifflante. J'ai appelé le vétérinaire, mais je savais déjà, il n'y avait rien à faire. Chloé est restée à côté de moi tout le temps, silencieuse, une main posée sur le flanc de la bête. Elle n'a pas détourné le regard quand le vétérinaire a fait ce qu'il fallait faire. Elle a juste serré la mâchoire, une larme unique traçant un sillon sur sa joue sale. Cette nuit-là, nous ne sommes pas restés sur le perron. Le froid semblait avoir envahi la maison.
Je l'ai trouvée dans l'étable, assise sur une botte de paille, à la place vide de Marguerite. « Comment tu fais pour supporter ça ?» a-t-elle demandé, sa voix brisée. Je me suis accroupi près d'elle, l'odeur de la paille et du chagrin remplissant l'air. J'ai pris une longue inspiration avant de répondre, en regardant mes mains usées par le travail. « C'est parce que j'ai quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre », j'ai dit doucement. Ce n'était pas une grande phrase, juste la vérité. La terre, les bêtes, la continuité. Elle a levé les yeux vers moi, et dans la faible lumière de l'ampoule de l'étable, j'ai vu quelque chose se briser en elle. « Je n'ai jamais eu ça », a-t-elle soufflé. J'ai senti une envie absurde de la prendre dans mes bras, mais je suis resté immobile, les mains posées sur mes genoux. Après ça, quelque chose a changé. La distance entre nous a encore diminué, jusqu'à devenir presque inexistante. Un soir, en réparant une lanterne, elle a tenu la lampe pour moi. Nos têtes étaient si proches que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma joue. Mes doigts tremblaient légèrement en resserrant la petite vis. J'ai mis beaucoup plus de temps que nécessaire pour finir, juste pour rester là, dans ce petit cercle de lumière avec elle. Elle a commencé à me raconter des bribes de sa vie d'avant. Pas tout d'un coup, mais par petits fragments, comme des morceaux de verre brisés. Elle parlait de la pression constante, des nuits sans sommeil, du sentiment d'être une imposture dans son propre costume d'avocate. Elle ne se plaignait pas. Elle constatait simplement. Et moi, j'écoutais en continuant à huiler une chaîne ou à réparer une sangle de cuir, mes mains occupées pour ne pas trahir ce que je ressentais. Le vieil Opinel était souvent posé sur la table de la cuisine entre nous. Un soir, elle l'a pris. Elle l'a tourné et retourné dans ses mains, sentant le bois poli du manche. « C'était à ton grand-père, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle me l'a tendu, mais au lieu de le reprendre, j'ai fermé sa main sur le couteau avec la mienne. Nos doigts se sont entremêlés autour de l'objet. C'était chaud, c'était solide. On est resté comme ça une minute entière. Les gens du village parlaient, bien sûr. Quand on allait au marché, les regards étaient insistants. Un jour, le vieux Dubois m'a pris à part. « Tu ferais mieux de faire attention, Léo ?» m'a-t-il dit, en crachant son tabac à chiquer. Ces filles de la ville, elles ne restent jamais. J'ai senti la colère monter en moi, une chaleur désagréable dans ma poitrine. J'ai juste serré les poings dans mes poches et je suis parti sans répondre, rejoignant Chloé près de l'étal de fromage. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage. Sur le chemin du retour, dans le pick-up, elle a posé sa main sur mon bras, juste au-dessus du levier de vitesse. Un contact léger, mais qui a suffi à dénouer le nœud dans mon estomac. « Laisse-les parler, Léo », a-t-elle dit. Elle a retiré sa main, mais je pouvais encore sentir sa chaleur sur le tissu de ma veste. J'ai gardé les yeux fixés sur la route, mais j'ai vu son reflet dans la vitre. Elle souriait, un vrai sourire. Nous avons commencé à rire ensemble. Des rires discrets au début, à propos d'une poule qui s'était échappée ou de moi glissant dans la boue. Puis des rires plus francs, plus ouverts, qui résonnèrent dans la cour de la ferme. Un soir, elle a essayé de traire une vache à la main et a reçu un jet de lait en plein visage. Son expression de surprise totale m'a fait éclater de rire. Un rire si fort que ça m'a fait mal aux côtes. Elle a ri aussi, en s'essuyant le visage. Sa présence était devenue aussi essentielle que la pluie pour la terre. Je ne me souvenais même plus de ce qu'était le silence avant elle. C'était une présence qui ne demandait rien, mais qui donnait tout. Je me suis surpris à chercher son visage dans la foule au marché, à attendre le bruit de ses pas sur le plancher le matin. J'avais passé ma vie à construire des clôtures, et elle les avait toutes fait tomber sans même essayer. Un soir, alors qu'un vent violent faisait claquer les volets, elle m'a demandé de lui parler de mon père. J'ai hésité. C'était un sujet que j'évitais toujours. Mais en la regardant, assise en face de moi à la table de la cuisine, j'ai commencé à parler. J'ai parlé de cet homme dur, de son amour pour cette terre, un amour si grand qu'il n'y avait plus de place pour autre chose. J'ai parlé de ma peur de devenir comme lui. Elle n'a pas dit « tu n'es pas comme lui ». Elle s'est simplement levée, a pris ma tasse de café vide et l'a remplie à nouveau. Elle l'a posée devant moi, ses doigts effleurant les miens. Un geste simple, un geste qui disait tout. Elle était là, elle comprenait. Elle ne cherchait pas à réparer quoi que ce soit. Elle était juste présente, et c'était tout ce dont j'avais besoin.
Le mois de novembre touchait à sa fin. 3 mois qu'elle était là. 3 mois qui avaient semblé durer une vie entière et une seule journée. Nous étions devenus une équipe, un duo improbable qui fonctionnait contre toute attente. On se comprenait sans se parler, anticipant les gestes de l'autre. Le pré des Crêtes n'était plus seulement ma ferme, c'était la nôtre d'une manière tacite et non officielle. Un soir, la météo a annoncé une tempête. Pas une simple averse, mais une de ces tempêtes d'automne qui arrachent les arbres et font déborder les ruisseaux. Nous avons passé la journée à tout préparer, à renforcer les portes, à rentrer les animaux. Nous travaillions vite, côte à côte, dans une urgence silencieuse. Le vent gémissait déjà dans les collines et le ciel avait pris une couleur de plomb. Alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, nous nous sommes réfugiés dans la grange. La porte s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd, nous coupant du monde extérieur. Dehors, la tempête commençait à se déchaîner. À l'intérieur, il n'y avait que le bruit de notre respiration, l'odeur du foin et la présence l'un de l'autre. Nous étions au point le plus haut, le plus proche que nous n'avions jamais été. Nous étions seuls, piégés ensemble par les éléments. La pluie martelait le toit en tôle, un vacarme assourdissant. Je me suis tourné vers elle. Dans la pénombre de la grange, ses yeux brillaient. Elle n'avait pas peur. Je me suis rendu compte que moi non plus. Tout ce qui devait être dit, tout ce qui avait été retenu pendant des mois était là, suspendu dans l'air entre nous, aussi chargé que le ciel dehors. Et je savais, d'une manière ou d'une autre, que cette nuit allait tout changer. Le bruit de la pluie sur le toit en tôle était assourdissant. Je me suis tourné vers elle, nos épaules se touchant presque. J'ai levé la main, lentement, juste pour écarter une mèche de cheveux collée sur sa joue par l'humidité. Mes doigts ont à peine effleuré sa peau. Elle a retenu sa respiration. Le temps s'est arrêté, suspendu entre 2 gouttes de pluie, dans l'odeur de foin et de terre mouillée. Tout mon univers s'était réduit à ce simple geste inachevé. Elle a reculé d'un pas brusque. Le contact a été rompu. Son visage, dans la pénombre, s'est fermé. « Je ne peux pas, Léo », a-t-elle murmuré, la voix étranglée. Elle s'est frotté les bras comme pour se réchauffer, même s'il ne faisait pas froid dans les tables. Elle a secoué la tête, le regard fixé sur la grande porte en bois, comme si elle cherchait une issue. Le monde extérieur, avec sa fureur, semblait soudain moins effrayant que ce qui se passait entre nous. Quand la tempête s'est calmée, le silence qui a suivi était pire que le vacarme. Nous sommes sortis de la grange. La cour était un champ de boue et de branches cassées. L'air sentait l'ozone et les feuilles déchirées. Elle a contourné une flaque d'eau sans me regarder, ses bottes trop grandes laissant des traces profondes dans la terre détrempée. Je suis resté derrière, regardant la distance qu'elle mettait entre nous. Une distance bien plus grande que quelques mètres de boue. Les jours suivants, nous nous sommes évités avec une précision d'expert. Nous travaillions dans des parcelles différentes, ne communiquant que par des gestes brefs. Un soir, en rentrant, j'ai vu la lumière de son téléphone portable à travers la fenêtre de sa chambre. Elle a rapidement éteint l'écran quand j'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai fait semblant de ne rien voir, posant mes bottes sales près de la porte avec un soin exagéré, le cœur lourd comme une pierre. Je me suis jeté dans le travail comme un noyé s'accroche à une épave. J'ai réparé la clôture endommagée par la tempête jusqu'à ce que mes mains saignent, même dans le crépuscule glacial. J'ai nettoyé le tracteur, pièce par pièce, frottant des boulons déjà propres. Chaque tâche était une excuse pour ne pas rentrer, pour ne pas affronter le silence qui s'était installé à la table de la cuisine. Un silence froid et tranchant qui me rappelait celui de mon père. Je l'ai trouvé sur le perron, un soir. Sa grosse valise était posée à côté d'elle, propre, comme une insulte à la boue qui nous entourait. Elle regardait les collines, son profil découpé par la lumière mourante. « Ce n'est pas ma vie, Léo », a-t-elle dit sans se tourner vers moi. « Je suis juste venu ici pour fuir. C'était une erreur de te mêler à ça. » Sa voix était plate, sans émotion, ce qui était pire que des cris ou des larmes. Je n'ai rien répondu. À quoi bon? Toutes mes peurs venaient de se matérialiser devant moi. J'ai simplement hoché la tête. Je suis allé jusqu'au tas de bois, j'ai attrapé la hache et j'ai commencé à fendre des bûches. Le choc du métal contre le bois résonnait dans la cour silencieuse. Chaque coup était une façon de ne pas hurler, de transformer la douleur en quelque chose de physique, de familier. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que mes bras me brûlent.
Le lendemain matin, le taxi est revenu. Il a patiné un peu sur le chemin encore humide avant de s'arrêter devant la barrière. Elle y est montée dedans sans un regard en arrière. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de café froid à la main. J'ai suivi la voiture des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline. La porte de la grange a grincé dans le vent, un son qui me semblait soudain insupportablement seul. La ferme est redevenue silencieuse. Mais ce n'était plus mon silence, c'était un vide. Chaque objet me rappelait son absence. Sa tasse préférée sur l'égouttoir, une de mes vieilles vestes qu'elle avait oubliées sur un clou dans l'étable, l'empreinte de ses bottes près du potager. Je me suis surpris à tendre l'oreille, attendant le bruit de ses pas sur le gravier, un bruit qui ne viendrait plus. La solitude était revenue, mais elle avait maintenant un nom. Sur la table de la cuisine, là où elle s'asseyait, se trouvait le vieil opinel de mon grand-père. Elle avait dû le poser là avant de partir. Je l'ai pris dans ma main. Le bois, habituellement chaud et familier, semblait froid et étranger. J'ai serré le poing autour, sentant les contours usés contre ma paume. Ce n'était pas un outil. C'était une promesse que je n'avais pas tenue. J'ai glissé le couteau dans ma poche, attrapé mes clés sur le crochet et je suis sorti. Je n'ai pas conduit vite. J'ai gardé les mains crispées sur le volant, le vieux pick-up cahotant sur la route de campagne. L'opinel était posé sur le siège passager, sa lame fermée, le bois du manche sombre sous la lumière blafarde du matin. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Je savais juste que le silence qu'elle laissait derrière elle était pire que n'importe quelle tempête. Je devais le combler, même avec des mots maladroits. Je l'ai trouvée à la petite gare de Murat. Le taxi était garé devant, vide. Elle était assise sur un banc en bois écaillé sur le quai désert, sa valise si incongrue posée à côté d'elle comme une ancre. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle fixait les rails qui s'étiraient et disparaissaient au loin. J'ai garé le pick-up et j'ai traversé le parking, le bruit de mes bottes sur le gravier semblant résonner dans toute la vallée. Elle a levé la tête en m'entendant approcher. Il n'y avait pas de surprise dans ses yeux, juste une immense lassitude. Je me suis arrêté devant elle. Le vent froid faisait voler une mèche de ses cheveux sur son visage. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti le couteau de ma poche et je le lui ai tendu, la paume ouverte. « Tu as oublié ça ?» Ma voix était plus rauque que d'habitude. Elle a baissé les yeux sur l'opinel, puis les a relevés vers moi. « Ce n'est pas à moi, Léo. » Sa voix était un souffle. J'ai secoué la tête et j'ai posé le couteau sur le banc entre nous. Il reste auprès des crêtes. J'ai marqué une pause, la regardant droit dans les yeux. Comme toi. Au loin, le sifflet d'un train a déchiré le silence, annonçant une arrivée ou un départ. Il fallait que je sache lequel. Le trajet du retour s'est fait dans un silence différent. Pas un silence vide ou hostile, mais un silence lourd de choses non dites, suspendues entre nous. Elle regardait par la fenêtre les champs que nous longions, les mêmes qu'elle avait fuis 1 heure plus tôt. J'ai conduit lentement, comme pour retarder le moment où il faudrait parler, ou peut-être pour lui donner le temps de changer d'avis une dernière fois. Ce soir-là, nous ne sommes pas rentrés dans la maison. J'ai allumé un feu dans le vieux cercle de pierre noircie, près du grand hêtre au sommet de la colline. C'était notre endroit quand nous étions enfants. L'air était glacial, mais les flammes dansaient, projetant une chaleur fragile. Nous nous sommes assis sur un vieux tronc d'arbre, regardant le feu crépiter, un espace prudent entre nous deux. C'est moi qui ai parlé le premier. Je lui ai parlé de mon père, de sa dureté, de ma peur de devenir un homme pour qui la terre compterait plus que les gens. J'ai avoué que je l'avais laissée partir toutes ces années, parce que je pensais qu'elle méritait mieux que cette vie simple et rude, que je ne serais jamais assez pour elle. Les mots sont sortis, maladroits et douloureux, mais vrais. Elle a écouté sans m'interrompre, son visage changeant au gré des ombres projetées par les flammes. Quand j'ai eu fini, elle a attendu un long moment. Puis, elle a parlé. Elle a dit que les étés qu'elle passait ici n'étaient que pour moi. Que toute sa vie à Paris, son travail, ses relations, tout n'avait été qu'une longue tentative de se prouver qu'elle n'avait pas besoin de cet endroit, qu'elle n'avait pas besoin de moi. C'était un échec. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées. « Si tu veux un homme vrai, Léo, » a-t-elle murmuré, reprenant ma vieille blague stupide. « Pourquoi tu n'épouses pas un fermier ?» Ce n'était plus une plaisanterie. C'était une question. La seule qui ait jamais compté. Le feu a crépité,
comme s'il retenait son souffle en attendant ma réponse. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé, j'ai contourné le feu et je me suis assis à côté d'elle sur le tronc. Si près que nos genoux se touchaient, j'ai pris sa main. Elle était froide, mais elle ne l'a pas retirée. Ses doigts étaient rêches, marqués par le travail. C'est parce que j'ai quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. J'ai dit doucement, en la regardant enfin. Elle a tenté de se dégager, une dernière fois. Tu es trop jeune pour être coincé ici. Cette terre n'est pas ta lutte, Léo. Tu ne devrais pas. Sa voix s'est brisée. J'ai resserré ma prise sur sa main, doucement, mais fermement. Je ne la laisserai pas partir. Pas encore. Pas comme ça. Le silence est retombé, seulement troublé par le souffle du vent dans les branches du hêtre. « Ce n'est pas un piège, Chloé, » j'ai dit, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. « C'est un choix. Mon choix. » Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle soutienne mon regard. J'ai vu la peur dans ses yeux, mais aussi autre chose. Une lueur d'espoir, fragile comme une braise dans le vent. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai passé 20 ans à chercher quelque chose qui était ici depuis le début. Un petit sourire triste a effleuré ses lèvres. Si tu veux encore de moi, Léo, je crois que je suis enfin prête à rester. Elle n'a pas seulement parlé à moi, mais à la terre, au feu, à toute cette vie qu'elle avait rejetée. Nous sommes restés là longtemps, main dans la main, à regarder les dernières braises du feu rougeoyer dans la nuit. Il n'y a pas eu de baiser, pas de grandes promesses, juste la certitude silencieuse d'une décision prise. La ferme, en contrebas, dormait. Demain, le travail recommencerait, comme toujours. Mais pour la première fois, je savais que je ne serais plus seul pour le faire. Le silence était enfin devenu un foyer. 6 mois ont passé. Le printemps est revenu auprès des crêtes, tapissant les collines d'un vert presque insolent. Nos matins commencent maintenant de la même façon. Je sors de la chambre et l'odeur du café me guide jusqu'à la cuisine. Chloé est déjà là, près de la fenêtre, une tasse à la main. Elle me tend la mienne sans un mot, nos doigts se frôlent au-dessus de la céramique chaude. Le vieux plancher en bois ne craque plus sous le poids d'un seul homme. Nous avons passé l'hiver à réparer la toiture de la grange principale. Je lui montrais comment poser les lauses, et elle apprenait vite, ses mains ne tremblaient plus en tenant le marteau. Parfois, en plein travail, nos regards se croisaient au-dessus d'une poutre. Elle hochait la tête, un petit pli au coin de ses lèvres, et nous nous remettions à l'ouvrage. Nous n'avions pas besoin de parler pour savoir que la prochaine étape était de consolider le mur ouest. Au marché de salaire, les gens ne nous dévisagent plus, ils nous saluent. La semaine dernière, le vieux Dubois, celui qui m'avait mis en garde, nous a arrêtés. Il a retiré son béret, a regardé Chloé et a dit « Vos tomates ont l'air en meilleure santé que les miennes cette année. » Chloé a simplement souri et lui a tendu un pot de confiture qu'elle avait fait. J'ai posé ma main dans le bas de son dos en repartant vers le pick-up. Nos soirées se terminent souvent sur le perron, dans le silence confortable du crépuscule. Elle lit des livres sur la rotation des cultures, le doigt suivant les lignes, pendant que je répare un harnais en cuir. Le bruit de la laine perçant le cuir et celui des pages qui tournent sont les seuls sons qui troublent le chant des grillons. C'est une paix simple, une paix que je n'avais jamais connue, même quand j'étais seul. Parfois, je monte jusqu'au grand être, là où tout a basculé. Je passe ma main sur l'écorce rugueuse, la même que celle où nous nous sommes assis cette nuit-là. Je regarde la ferme en contrebas, les lumières qui s'allument. Avant, cette terre était tout ce que j'avais. J'avais peur qu'elle me prenne tout, comme elle l'avait fait pour mon père. Maintenant, je sais que ce n'est pas la terre qui prend. C'est nous qui choisissons ce qu'on lui donne. Je la vois souvent près du potager, accroupie, arrachant les mauvaises herbes avec une concentration féroce. Ses cheveux sont attachés en un chignon désordonné et une trace de terre barre sa joue. Ses mains, autrefois si lisses, sont maintenant celles d'une femme de la terre, calleuse et forte. Quand elle se relève et s'étire le dos, son regard balaie les champs avec une sorte de fierté tranquille. Elle n'est plus une étrangère ici. Le vieil opinel de mon grand-père n'est plus dans ma poche. Il est posé sur le rebord de la cheminée en pierre, dans la grande pièce de la ferme que nous avons commencé à habiter. Sa lame est propre, son manche en bois brille doucement. Il n'est plus seulement un souvenir ou un outil. Il est le témoin silencieux de tout ce que nous avons traversé.
un point fixe dans notre nouvelle vie. Parfois, je le prends juste pour sentir son poids dans ma main. Ce soir, nous sommes restés longtemps sur le perron, à regarder les étoiles apparaître une à une. La traite est faite, les bêtes sont rentrées. Chloé a posé sa tête sur mon épaule, son souffle chaud contre mon cou. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé notre terre, qui s'endormait sous la lune. Le travail serait dur demain. Et le jour d'après aussi. Mais pour la première fois,